quelles sont les actions qui ont véritablement du poids en faveur de la biodiversité et du climat autour de nous. Nous avons la chance d'avoir Harold Levrel avec nous ce soir. Merci beaucoup d'être là à Paris avec nous. Harold Levrel, bonsoir. Donc vous êtes professeur d'économie écologique à AgroParisTech, également à l'université Paris-Saclay, et vous êtes également chercheur au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, autrement appelé CIRED. Et vous êtes aussi co-responsable de la chaire comptabilité écologique. On va parler un petit peu plus tard ensemble de ce qu'est cette chaire. Dans ce format, donc les conversations climatiques, toutes les questions sont permises. L'idée, ça va vraiment d'ouvrir la discussion. On va la démarrer avec Yann Françoise, présent à mes côtés, et je ne me suis pas présentée, pardon, Elsa Mesquel. On va démarrer cette conversation, mais ensuite on vous passera la parole pour que vous puissiez poser directement vos questions. On va déconstruire ensemble les a priori et les infox en questionnant, en affirmant, en échangeant pour apprendre et comprendre les enjeux du changement climatique et de la biodiversité ce soir, pour lesquels nous vous proposons de rejoindre donc cette nouvelle conversation climatique. Petite information, donc vous l'aurez remarqué, nous avons une transcription ce soir. Donc lorsque vous poserez vos questions, simplement veillez bien à attendre que le micro vous arrive et à ne pas parler trop vite. Merci beaucoup d'avance. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre participation sur Drevel. On est très très heureux d'avoir cette conversation ce soir avec vous pour lier deux sujets fondamentaux pour notre planète et notre humanité qui sont souvent emmenés dans les mêmes thématiques, climat et biodiversité. Il faut avouer que le changement climatique, juste après la fin d'une COP climat sur le changement climatique, on parle beaucoup du climat, mais si on a regardé plus en détail dans cette COP climat qui vient de s'arrêter à Dubaï, on n'a peut-être jamais autant parlé de la préservation de la biodiversité, la protection des forêts, la reforestation, la protection des océans. Et même pour la première fois aussi, il y avait beaucoup de manifestations et de déclarations sur la protection des hautes montagnes, en plus des États insulaires parmi les États vulnérables. Fait aussi remarquable pour ceux qui connaissent les COP climat ont depuis maintenant une dizaine d'années des champions de haut niveau pour le climat qui sont nommés par les présidences pour pouvoir accompagner les discussions entre la société civile et les États et discuter de tous les sujets qui ne sont pas, on va dire, directement liés au changement climatique comme la réduction des énergies fossiles, mais tous les sujets liés en parallèle, la biodiversité, la santé, etc. Et cette année, la championne de haut niveau pour le climat, nommée par les Émiratis, était aussi présidente de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, grand acteur majeur de la biodiversité. Et c'est peut-être aussi pour ça que cette année, on avait beaucoup plus de sujets emmenés, entre autres, par exemple, sur la protection de l'eau, des mangroves ou des océans. Donc, notre première question pour bien poser le débat, d'abord sur le changement climatique et les relations avec la biodiversité au niveau global, plutôt au niveau international. On voit que ces événements internationaux donc, sont importants pour les négociations climatiques. Il y a le pendant aussi au niveau de la biodiversité, avec des COP biodiversité qui se réunissent tous les 2 ans. La prochaine est annoncée, sauf erreur, en 2024, peut-être en Colombie. Pour vous, est-ce que la biodiversité et le climat progressent ensemble de manière parallèle? Est-ce que l'un est un peu le parent pauvre de l'autre? Quelles sont les conclusions que vous faites juste à la fin d'une COP et au niveau international dans les grandes négociations politiques, on va dire? Et merci de votre présence. Là, on m'entend mieux. Donc, effectivement, il y a un agenda qui existe aujourd'hui sur biodiversité et un autre agenda qui existe sur le climat. Et est-ce que ça va au niveau du son? Juste parce que comme ça va durer, il faut que ce ne soit pas trop désagréable. Qui ne sont pas forcément synchrones et qui ne sont pas non plus forcément appréhendés selon le même niveau d'urgence et de priorisation politique. Donc pour répondre assez directement à votre question, ce qu'on observe, c'est que institutionnellement, on a les COP, biodiversité, climat. À chaque fois, on a des négociations qui peuvent déboucher sur des engagements tenus, pas tenus, ça c'est un autre sujet, mais qui donc donnent l'impression de progresser. On a aussi des plateformes, donc l'IPBES qui est la plateforme pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui est l'équivalent du GIEC, hein, qui est moins connu, qui a moins de moyens aussi. L'IPBES, alors là c'est l'acronyme anglais, mais c'est la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques.
donc qui fonctionne à peu près de la même manière, hein. C'est un collectif de scientifiques qui vont faire des bilans à période régulière pour faire des recommandations auprès des décideurs. Alors, moi, mon impression, je suis spécialiste de la biodiversité, beaucoup plus voilà, que du climat. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste du climat. Et mon impression générale, c'est quand même la biodiversité, effectivement, le parent pauvre des enjeux environnementaux. Et je vais prendre une illustration très récente, très concrète pour illustrer mon propos. Vous avez peut-être entendu parler du Green Deal, qui est le projet européen de verdissement de nos économies. Et pendant plusieurs années, ce Green Deal a été assez ambitieux sur les dimensions climat, et sans doute la décision la plus connue, c'est le fait qu'on arrête en 2035 de vendre des voitures qui sont basées sur les énergies fossiles. Alors, on peut dire que c'est une bonne ou une mauvaise mesure, que en fait les véhicules électriques vont poser d'autres problèmes, mais mon point est surtout de souligner comment politiquement on peut assumer des choses extrêmement fortes en matière de climat à l'échelle européenne. Et en fait, les derniers mois, qui étaient plutôt consacrés au sujet biodiversité, ont été vraiment des sources de fortes déceptions. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est une directive qu'on appelle la directive restauration écologique, renaturation, qui a été négociée au printemps et sur laquelle il y a une vive opposition, pour le dire simplement, des lobbying économiques, mais aussi de certains mouvements politiques, et qui ont petit à petit détricoté tout le contenu de cette directive. Et ils ont gagné. Certes, la directive a été adoptée, mais son contenu a vraiment été réduit en termes de performativité, si vous voulez. Et plus récemment, et sans doute de manière encore plus incroyable, on a eu le renouvellement pour 10 ans de l'autorisation du glyphosate, hein, qui est passé très facilement, soi-disant parce qu'il n'y avait pas d'accord, mais en réalité la France aurait voté contre, ça ne serait pas passé. Et puis, quelques jours plus tard, un autre renoncement d'ampleur, l'objectif de réduire de 50% l'usage des pesticides en Europe à l'horizon 2030. Ça n'a pas généré un tollé auprès des médias, du monde politique, et pourtant, je considère que c'est quelque chose d'assez scandaleux d'en être rendu à renoncer à des mesures comme ça, qui sont certes favorables à la biodiversité, mais aussi des raisons, enfin, pour des causes sanitaires, la qualité de l'eau, bien évidemment, etc., etc. Donc ça, c'est pour montrer que quand même, dans les agendas politiques, le climat n'est vraiment pas au même niveau que la biodiversité. Et je vais donner un autre élément, le plan de relance, qui était de 30 milliards. Ce plan de relance, en réalité, correspondait à 28 ou 29 milliards, ça dépend comment on compte, mais qui était dédié à la transition énergétique. En fait, c'était un plan de relance sur la transition écologique, mais dans le fond, c'était un plan de relance sur la transition énergétique. Et à qui est arrivé cet argent? Finalement, au secteur traditionnel du bâtiment, du transport, des réseaux. Et le petit milliard qui est resté, si vous voulez, a été dédié à, soi-disant, la biodiversité, en tout cas le vivant. Concrètement, ça a été investi dans le monde agricole, et pour que le monde agricole n'ait pas à changer de pratique, et je ne veux pas, à ce stade, je le dis tout de suite, hein, je ne veux pas rendre le monde agricole responsable de tous les problèmes que connaît la biodiversité aujourd'hui, mais un certain monde agricole, en tout cas, a un poids très important aujourd'hui à l'heure de la souveraineté alimentaire, on en reparlera, je pense, de la soi-disant souveraineté alimentaire, dont on ne serait plus garanti aujourd'hui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un nouveau label qu'on appelle haute valeur environnementale, que je vous invite à ne jamais acheter, parce qu'en fait, c'est un label qui n'a pas de contenu. Mais pourquoi on l'a créé? En fait, la France l'a créé pour que les agriculteurs, sans changer leurs pratiques, puissent bénéficier de nouveaux guichets pour effectivement bénéficier de ce plan de relance. Je vous le dis clairement, pour la biodiversité, sur les 30 milliards, il y a quelques centaines de millions qui, de fait, ont bénéficié à des agences en charge de la protection de la biodiversité, mais en termes d'actions concrètes, vraiment pas grand-chose, il faut bien le dire.
Donc, vous venez de préciser effectivement que l'agenda politique du climat et la biodiversité ne sont pas sur le même niveau, pas le même niveau d'écoute aussi, pas le même niveau d'influence. Est-ce que cette baisse de niveau d'influence éventuellement et de lobbying, à un moment donné d'écoute auprès des politiques, est due aussi à éventuellement une scission qu'il pourrait y avoir entre la recherche qui est plus en vogue sur le climat, et vous avez cité le GIEC qui est quasiment connu maintenant avec tous leurs rapports, etc., et qu'on n'entend jamais parler des rapports de l'IPBES, dont d'ailleurs il n'y a pas d'acronyme traduit en français directement dans la tête des gens. Voilà, on ne dit pas IPCC pour dire le GIEC maintenant en français. Est-ce que c'est dû à ça? Est-ce qu'en revanche, il y a quand même des sujets communs de recherche et qui pourraient démultiplier avant qu'on rentre un peu sur les impacts directs du changement climatique et la biodiversité? Parce que la biodiversité, malgré tout, demeure l'un des indicateurs du climat et de l'avancée, on pourrait dire, anthropocène du climat. Oui, alors faisons un pas en arrière et revenons vers le monde scientifique. Alors, le monde scientifique a tout à fait conscience que les enjeux sont liés. Alors, pas tous les scientifiques de tous les domaines, etc., mais dans l'ensemble, les scientifiques du GIEC et de l'IPBES ont évidemment un sentiment partagé que les enjeux sont liés. Alors, il y a des initiatives qui consistent à faire le lien, à créer des passerelles entre ces deux plateformes. Souvent en travaillant sur des modèles où on va essayer de voir, en fait, selon les scénarios du GIEC, qu'est-ce que ça veut dire pour la biodiversité? Parce qu'en fait, on a des scénarios du GIEC qui nous disent on va réussir à réduire le réchauffement climatique, mais à partir de méthodes qui peuvent être nocives pour la biodiversité. Et puis, on a d'autres scénarios de transition qui peuvent être favorables à la biodiversité. Je vais donner deux exemples très différents. Les scénarios qui pensent la transition sur l'énergie biomasse vont générer des impacts énormes sur la biodiversité parce qu'il va falloir consacrer des millions d'hectares à la production de ressources qui vont être mises dans des moteurs. Voyez, alors que ces hectares pourraient être utilisés évidemment pour produire de l'alimentation. Ça, c'est un scénario défavorable à la biodiversité. Et puis, il y a des scénarios favorables qui peuvent être basés, par exemple, sur la restauration des forêts, la restauration des zones humides, la restauration de certains milieux aquatiques, qui, on le sait, sont des capteurs de carbone très importants et qui, par un effet additionnel, vont générer des conséquences positives pour la biodiversité. Et donc ça, clairement, les scientifiques qui travaillent sur ces sujets ont quand même, en général, plus d'appétence pour le projet qui est basé sur la restauration écologique des milieux que pour l'autre. Mais si on se met du côté de l'agro-industrie, on comprend bien que créer de nouveaux débouchés, et c'est un enjeu très important cette question des débouchés, là, si la transition crée des débouchés, ça veut dire qu'on crée des revenus économiques, ça veut dire qu'on peut avoir des acteurs qui vont vraiment bénéficier de cette transition et qui vont pouvoir en tirer des revenus. Et donc, peut-être que finalement, la proposition qui est basée sur les biocarburants va quand même convenir, et on le sait, à un certain nombre de secteurs agro-industriels. Donc, entre les scientifiques et puis l'économie réelle, évidemment, il peut y avoir un gap. Alors justement, arrivons un peu plus sur les impacts sur la biodiversité. On va profiter de vos connaissances et votre savoir dans ce domaine-là. On sait que la planète connaît un déclin foudroyant sur la nature. C'est une grande perte déjà de la biodiversité liée à l'activité humaine. On parle de 6e extinction de masse. On pourra peut-être revenir en définition de ce que serait cette 6e extinction de masse. D'une pression de plus en plus forte, d'artificialisation des territoires, de pratiques agricoles, de pollution lumineuse aussi qui a un impact sur la biodiversité, bien évidemment en ville. Mais changement climatique contribue aussi à amplifier l'érosion de la biodiversité. Est-ce que justement, on peut voir avec vous comment cela se traduit concrètement sur quelques exemples? Oui, alors, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments qui permettent d'expliquer pourquoi la biodiversité s'érode aujourd'hui. Je vais se concentrer sur le climat. Alors, le climat, il a un effet assez évident sur la biodiversité, c'est l'environnement dans lequel vivent les espèces, que ce soit des espèces végétales ou animales, se transforme. Alors, qu'est-ce que ça génère? Potentiellement, ils peuvent voir certaines ressources dont ils dépendent disparaître. Si on est un papillon qui dépend d'une fleur qui elle-même va disparaître parce que les conditions climatiques évoluent, ce papillon va lui-même disparaître. On peut aussi avoir des effets de saisonnalité, c'est-à-dire que le moment de la reproduction
va être avancée dans l'année pour certains animaux. Et en fait, ou la pollinisation aussi peut aussi avancer dans l'année. Et donc, en fait, ça va créer des problèmes de synchronicité entre végétaux et animaux. C'est-à-dire que là où ils se retrouvaient à un moment donné et ils étaient complémentaires, eh bien, en fait, cette complémentarité disparaît parce que finalement, le végétal bourgeonne à un moment donné où l'animal n'est pas prêt à consommer le pollen et vice-versa. Alors, je précise d'ores et déjà que je ne suis pas écologue, donc je vais peut-être dire des choses qui ne sont pas totalement exactes. Mais on comprend donc que les animaux et les végétaux doivent s'adapter. Alors, comment est-ce qu'ils font pour s'adapter? Parce que finalement, si tout le monde pouvait s'adapter, eh bien, il n'y aurait pas forcément de problème, pas d'érosion. Sauf que les végétaux et les animaux ne sont pas égaux par rapport à ça. On comprend bien que des oiseaux qui subissent un climat plus chaud, année après année, peuvent en fait, on va dire, migrer vers le nord pour retrouver en fait les températures auxquelles ils sont habitués pour pouvoir survivre. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément retrouver les mêmes espèces, mais en tout cas, ils vont retrouver des conditions qui leur sont plus favorables. Évidemment, cette dynamique de migration, tous les animaux ne peuvent pas l'opérer de la même manière. Vous comprendrez bien qu'un batracien ou des populations de vers de terre ne vont pas pouvoir migrer de la même manière. Et c'est encore plus vrai pour les végétaux qui sont associés à des systèmes racinaires. Et en fait, les végétaux, pour s'adapter et remonter vers des latitudes plus adaptées, eh bien, en fait, c'est par les générations suivantes qui vont réussir à le faire. C'est-à-dire que c'est les graines qui vont pousser, qui vont pouvoir permettre un déplacement. Alors, c'est ça qui va pouvoir générer des effets à court terme qu'on va évaluer à partir des changements de localisation des animaux. On a des espèces de poissons marins. Peut-être que vous êtes pêcheur de loisirs en mer, vous constaterez que vous ne pêchez plus les mêmes espèces que celles que vous pouviez pêcher il y a 20 ans si vous pratiquez cette activité depuis longtemps. On va retrouver aussi des espèces végétales dans des endroits qui sont de plus en plus remontés vers le... Alors ça, c'est plutôt sur des échelles de temps qui sont sur 100 ans ou 200 ans, comme je le disais, et qui sont étudiés par des spécialistes qui arrivent à retracer en fait la distribution de certains arbres ou certaines plantes. Mais là, aujourd'hui, tout s'accélère. Et là, c'est le gros problème. C'est que, en fait, la nature arrive à s'adapter au changement. La nature, en fait, elle ne vit que dans le changement. En permanence. Mais la vitesse du changement fait que parfois elle ne peut plus s'adapter. Et c'est effectivement la principale difficulté que rencontre la biodiversité aujourd'hui, c'est que ça va trop vite. Et donc dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut... alors on parlera peut-être des solutions après, mais c'est vrai que dans ce contexte, on a une responsabilité, nous, sur finalement, comme on est quand même dans un certain nombre d'écosystèmes, sur des écosystèmes qui sont un peu jardinée. Si on prend l'Europe occidentale, elle est depuis très longtemps finalement manipulée par l'être humain et son évolution dépend de nos activités. Donc on peut aussi agir là-dessus. Je vous propose justement on aille un petit peu plus sur cet axe-là et qu'on re-questionne un peu notre position en tant qu'être humain, nous, au milieu de cette nature, avec cette nature, le lien que l'on peut avoir en ville. On est souvent dit déconnecté de la nature et on voulait vous interroger justement sur le caractère un peu réaliste ou utopique de l'humain reconnecté à la nature et spécialement en ville. Dans votre livre sur l'économie face à la nature, vous dites notamment que nous devons refonder nos échelles de valeur en envisageant la nature non plus comme pourvoyeuse passive de bienfaits, mais comme un ensemble d'entités vivantes envers lesquelles nous sommes aujourd'hui profondément débiteurs. C'est extrêmement intéressant comme approche. Je voulais que vous complétiez aussi cette vision-là, justement pour répondre à cette question, comment les sujets de la biodiversité et du climat sont présents dans notre économie et dans nos sociétés, en nous expliquant le rôle de votre chaire, de la chaire comptabilité écologique, un peu nous dire ce qu'elle est, comment vous travaillez pour, je cite, l'un des objectifs de votre chaire, c'est de mettre les systèmes comptables au service d'une transition écologique. Donc vous avez parlé de cette transition, oui, non pas énergétique, mais véritablement écologique. Et donc l'idée, ce serait que vous nous expliquiez un petit peu l'objet même des travaux de votre chaire. Oui, alors donc il y a une première question qui touche au statut de la nature vis-à-vis des sociétés humaines. Alors j'ai dit, nous devons, bon, c'est un peu trop... autoritaire comme manière de formuler les choses. En fait, je ne sais pas s'ils l'ont écrit comme ça, il faudrait que je vérifie, mais le constat qu'on fait, c'est que dans un certain nombre de sociétés, effectivement, le statut de la nature évolue. Donc c'est plus une observation que quelque chose qu'on considérait comme obligatoire. Et en fait, ces changements nous semblent quand même
apporter des solutions vraiment intéressantes dans notre rapport à la nature. Alors, c'est des choses qu'on observe dans un certain nombre de pays où vraiment on donne le statut de sujet de droit à la nature. On l'a observé en Nouvelle-Zélande, on l'observe dans certains endroits aux États-Unis, en Équateur, ou soit par des figures traditionnelles comme Pachamama en Amérique latine, ou des écosystèmes qui ont des valeurs sacrées en Inde. Donc en fait, là, on mobilise des systèmes de valeurs traditionnels qu'on avait délaissés évidemment depuis l'époque des Lumières, mais qu'on réinvestit aujourd'hui parce qu'on comprend bien qu'on a envie de voir un rapport à la nature qui soit nouveau, apparaître. Je pourrais évoquer 2-3 éléments qui permettent de comprendre pourquoi on a envie de voir la nature non plus simplement comme une ressource, mais aussi comme un sujet. Et donc voilà, on voit ça dans un certain nombre de pays. Et puis, même si on regarde dans des pays qui ont moins ce goût pour reconnaître le statut de sujet à la nature, comme la France, on est un pays qui est très réticent vis-à-vis de ce type d'approche, pour des traditions, notamment des Lumières. On est quand même un des foyers de l'humanisme qui s'est décliné et qui est resté très prégnant dans notre monde politique. Donc donner à la nature un statut de sujet, c'est vraiment discuter. Les juristes en parleraient mieux que moi. Pour autant, on reconnaît quand même à travers des dispositifs légaux qui ont été adoptés au cours de ces dernières années, de fait, des droits à la nature qui sont très forts. Par exemple, depuis 2016 et la loi pour la reconquête de la biodiversité, on a reconnu le principe de préjudice écologique. Alors, pourquoi c'est important, cette notion de préjudice écologique? Bien parce que ça nous dit la chose suivante: la nature peut subir des préjudices et elle a droit à des réparations pour elle-même. En fait, quand on n'est pas forcément familier avec ces sujets, on peut dire « ah bah oui, ça n'était pas le cas avant », c'est intéressant, mais en fait, ça n'était pas du tout le cas avant. C'est-à-dire que depuis des centaines d'années, ça n'a jamais été un sujet de devoir réparer des préjudices que la nature pourrait subir. Les seuls cas où on réparait des préjudices associés à de la destruction de la nature, c'est quand il y avait un être humain derrière. C'est-à-dire que quand il y avait une marée noire, on allait donner de l'argent aux pêcheurs, on allait donner de l'argent aux collectivités locales qui avaient perdu en fait de l'attractivité par rapport aux touristes, etc., etc. Mais jamais on donnait une réparation pour l'écosystème qui lui-même avait été endommagé. Depuis 2016, ce n'est plus vrai. La nature a le droit à des réparations. Et ça, en creux, c'est une reconnaissance de droit pour la nature, pour elle-même. Alors, c'est des ruptures importantes, presque civilisationnelles, dans nos sociétés occidentales en tout cas, parce qu'effectivement, on convoque la nature d'une nouvelle manière. Ce n'est plus la ressource qui va nous aider à avoir du bien-être, soit à travers l'alimentation, soit à travers son usage pour se chauffer ou se protéger, voire pour l'observer, parce qu'on aime observer les oiseaux le week-end. Là, l'idée, c'est qu'on a des relations avec elle qui nous engagent par les responsabilités vis-à-vis d'elle. Et effectivement, des traductions concrètes de ça, ça peut être la comptabilité. Parce que, en fait, dire ce que je viens de dire là, eh bien, en fait, ça peut avoir des conséquences dans tous les champs économiques et sociaux. Donc, sur la comptabilité, aujourd'hui encore, le modèle dominant, c'est de considérer la nature comme un actif. C'est-à-dire, une forêt va être considérée par la quantité de bois qu'elle contient. Et ce bois, si vous êtes propriétaire de cet espace, eh bien, vous allez pouvoir le valoriser, notamment à travers des transactions foncières. Vous allez dire, je vends une forêt, et on va calculer la valeur du bois sur pied qu'à cette forêt. Et c'est comme ça qu'on va envisager la transaction. Bon. On comprend très bien que, d'une part, en procédant de cette manière, on passe plein de choses sous silence. C'est-à-dire, en se concentrant sur la valeur marchande de ce bois, on passe plein de choses sous silence. Le fait qu'elle rend plein de services. Ça, c'est déjà une première étape, des services qui sont non marchands. Ça va être le fait que ça réduit l'érosion des sols, que ça permet d'héberger des pollinisateurs, des mammifères, de participer aussi à la régulation du climat. Tout ça n'est pas pris en compte. Bon, on n'est déjà pas dans cette configuration. Mais nous, on va encore un cran plus loin en disant, finalement, cette forêt, si on veut lui donner une valeur d'un point de vue comptable, ça va être de considérer tout dommage qu'elle subirait au passif de comptes. Alors, ça peut être des comptes qui sont
soit à l'échelle d'une entreprise, si une entreprise exploite des espaces comme cela, par exemple pour construire une route ou pour développer un lotissement, eh bien, on va faire apparaître à son passif en fait la dette biophysique qu'elle génère, c'est-à-dire la quantité d'écosystèmes, d'arbres, de toutes les entités qui vont disparaître, parce qu'il peut y avoir aussi les mammifères qui sont associés à ces milieux, on les fait apparaître au passif. Et ça, si vous voulez, c'est original au sens où comment la comptabilité financière aurait procédé, dans l'exemple que je viens de donner, elle aurait en fait supprimé une valeur à l'actif de l'entreprise. Elle aurait dit, en fait, vous aviez pour 100 000 € de valeur de bois, eh bien, en coupant une partie de ce bois, vous avez perdu 25% de sa valeur, et ça, en fait, c'est finalement votre capital baisse, mais vous voyez, ça reste jamais qu'un capital. Dans la configuration que j'évoquais à l'instant, l'idée, c'est plutôt de dire, vous avez une dette que vous allez commencer à accumuler vis-à-vis de la nature, et cette dette, elle pose une question de remboursement, évidemment. Alors, vous allez me dire, mais comment on rembourse une dette à la nature? Alors ça, c'est justement parmi les champs qui sont à investir. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on veut réparer la nature à partir de principes biophysiques. C'est-à-dire qu'on va restaurer des entités naturelles. Peut-être, si je prends toujours cet exemple d'une partie de la forêt qui a été détruite, alors là, si on est sur des arbres multicentenaires, en fait, votre dette, elle est vous ne pouvez pas la solder parce que de fait, on ne va pas pouvoir restaurer ailleurs ce que vous avez détruit. Donc là, c'est une dette définitive, ce qui pose la question de la solvabilité de l'entreprise. En fait, c'est des choses très, très incompréhensibles pour des acteurs économiques standards. Quand on leur dit ça, qu'ils ont une dette qui peut générer un problème de solvabilité et donc éventuellement leur faire peser des risques en termes de faillite sur la base d'entités naturelles, ne prennent rien de ce qu'on raconte, quoi. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse plus, c'est à cette dette biophysique, éventuellement d'associer des conséquences économiques. C'est-à-dire que si vous avez artificialisé une zone et qu'on sait que cette zone, donc un espace naturel, et que cet espace naturel, quelque part, on sait le restaurer. Après tout, on est quand même dans des milieux qui sont très influencés par l'activité humaine depuis des centaines d'années. Donc les forêts primaires en France, il n'y en a pas beaucoup, pour le dire simplement. Donc on peut faire de la restauration écologique, par exemple, sur une ancienne friche industrielle, une zone abandonnée, mais ça coûte beaucoup d'argent parce qu'en fait, il faut désartificialiser les sols, c'est-à-dire enlever le substrat qui imperméabilise le sol. Il faut après dépolluer, il faut réinstaller des espèces, etc. Ça coûte énormément d'argent, énormément d'argent. Et nous, ce qu'on évalue dans notre comptabilité, c'est l'équivalence entre ce que des entreprises ou des secteurs d'activité détruisent ou abîment. Des fois, ils ne détruisent pas complètement, ils vont juste réduire la qualité écologique d'un milieu. Eh bien ça, on leur dit, mais en fait, l'équivalence biophysique pour réparer ce que vous avez fait disparaître, ça va être de mener des actions concrètes de restauration écologique quelque part. Et ça, on peut vous dire combien ça va coûter. Et en fait, on n'est pas très loin de réussir à faire reconnaître l'utilité de cette comptabilité. Et si vous m'autorisez à continuer un tout petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la loi aujourd'hui, comme celle de 2016 sur le préjudice écologique, elle nous dit qu'on doit réparer. Eh bien, il faut bien une comptabilité pour mesurer la réalité de cette réparation. Et donc les juges, quand ils vont devoir traiter des contentieux autour de destruction de milieux naturels, ils vont avoir besoin d'outils de preuve pour décider de la manière dont on répare. Eh bien, c'est là que la comptabilité écologique elle est utile. Et si on prend le ZAN, le zéro artificialisation nette, dont vous avez peut-être entendu parler, à l'horizon 2050, on doit être neutre. Alors on doit être neutre sur le climat, on doit être neutre sur l'artificialisation. Ça va être une année formidable, 2050, parce qu'on va être neutre sur tout. Eh bien, quelque part, on sait qu'on ne le sera pas, parce qu'il y aura toujours un système qui va détruire, consommer, etc. En soi, très bien si c'est une décision politique. Enfin, très bien ou pas très bien, mais ce que je veux dire, c'est que politiquement, aujourd'hui, on assume de ne pas être vraiment ambitieux, mais au moins qu'on renseigne de combien, en fait, on érode, quelle est la dette qu'on génère quand on ne respecte pas des objectifs qui sont mentionnés dans plein de textes de loi. J'ai parlé du ZAN, mais on peut parler de la loi sur l'eau, qui a aussi des référentiels absolus, comme ça, des objectifs de bon état écologique des masses d'eau. À chaque fois qu'une action va à l'encontre de cet objectif de bon état écologique des masses d'eau, de respect d'un certain nombre de lois
je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi de l'absence de perte nette de biodiversité, qui est dans la loi de 2016, qui normalement devrait être respectée par tout projet d'aménagement, et qui n'est jamais respectée parce que les préfectures vont donner des autorisations qui généralement ne sont pas respectueuses de la séquence qui doit permettre d'avoir cette absence de perte nette de biodiversité. Et bien ça aussi, il faut une comptabilité pour la qualifier, la dette. Finalement, c'est qu'on est déjà passé à une étape... j'ai l'impression qu'on pourrait se dire qu'aujourd'hui, on avait basculé dans une sorte d'asservissement de la biodiversité, en recherche de quels sont les services qu'elle pourrait nous rendre, que les acteurs économiques étaient plutôt dans cette recherche de services, en essayant d'y perdre le moins et d'y gagner le plus. Finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on est quand même, pour certains, déjà dans une recherche de l'après, en fait, et d'être davantage dans ce remboursement de la dette, et que la loi contribue en fait à ce mouvement-là. Donc ça, vous nous dites qu'aujourd'hui, ce mouvement, il est enclenché déjà? Oui, effectivement. Hein, c'est ce qui est assez surprenant quand on ne connaît pas le sujet, c'est de découvrir que dans la loi française, il y a déjà des exigences extrêmement fortes en matière de protection de la biodiversité. C'est juste qu'elle n'est pas respectée. Mais si on s'empare de la loi de 2016 et de la loi de 2021 climat résilience, vous allez trouver dans ces lois des outils très opérationnels pour protéger beaucoup mieux la biodiversité, pour protéger beaucoup mieux les écosystèmes non bâtis, etc. Et donc, nous, notre contribution via cette chaire, c'est de dire, comme a priori on ne respecte pas cela, eh bien, on va vous calculer au moins de combien vous accumulez cette dette. Et ça peut servir peut-être par exemple à des associations qui veulent enclencher du contentieux pour avoir un outil de preuve pour dire, mais écoutez, ça c'est dans la loi, c'est pas nous qui l'inventons, ça n'est pas respecté, on a fait le calcul, c'est ça qu'on demande comme montant pour réparer, parce que nous on va aller restaurer des milieux qui ont été détruits. Et pour peut-être rebondir aussi sur ce que vous disiez juste avant, la question des services écosystémiques, qui est une approche différente de celle que je viens de présenter, évidemment, hein, mais pour autant qui me semble aussi utile. C'est-à-dire que, de toute façon, pour l'avenir, pour les transitions qu'on doit enclencher, il n'y aura pas une solution unique. Qu'on parle de questions techniques, qu'on parle de problèmes organisationnels, qu'on parle de modèles économiques, il n'y a pas, et c'est pareil pour la transition énergétique, il n'y a pas une solution unique. Et donc, je pense qu'on peut investir à la fois une comptabilité de la nature comme sujet, c'est un petit peu ça quand même le propos, et on peut aussi investir, je ne sais pas si je parlerai de comptabilité là, mais plutôt des indicateurs de tous les bénéfices que la nature offre aux êtres humains gratuitement et qui vont nous offrir des opportunités énormes pour nous adapter. Si on n'investit pas dans ces solutions qu'on appelle solutions fondées sur la nature, dont le terme il n'est pas très important, l'idée c'est plutôt que d'avoir recours à l'ingénierie civile et chimique traditionnelle, est-ce qu'on va mettre des climatiseurs partout, ou est-ce qu'on va plutôt investir sur une nouvelle manière de penser les villes en remettant une circulation de l'eau, en remettant des végétaux, en désartificialisant, en faisant respirer un peu plus ces villes, parce que de toute façon, le réchauffement climatique, il est là et il va s'accentuer. Et finalement, la question, elle est peut-être effectivement dans le champ de la transition énergétique, mais elle est aussi beaucoup, et sans doute de manière extrêmement urgente, dans l'adaptation grâce à la nature. La nature est un allié incroyable sur ce sujet. Et ça, on peut le faire. On commence à avoir les outils pour dire, ben voilà, notre forêt, comme je le disais, elle offre beaucoup d'autres services que simplement du bois pour construire des maisons ou chauffer dans des... voilà, qu'on met dans la cheminée, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Levrel. Et justement, on va aborder dans cette deuxième partie plus comment la nature, entre guillemets, rend service dans l'adaptation plus concrètement au niveau des villes. Avant qu'on rentre sur cette partie-là, on va redescendre d'échelle au niveau de la ville, etc. Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Levrel sur ces premières grandes généralités climat, biodiversité et surtout sur cette approche, on va dire, d'éco-comptabilité autour de la biodiversité? Madame, premier rang. On prendra plusieurs questions. Merci infiniment. Comment vous calculez l'effet qu'un écosystème, il est unique et il est constitué, co-construit par des vivants uniques qui ont chacun individuellement une histoire et qui interagissent entre eux, etc. Comment on peut comparer, supposons, une réserve biologique intégrale dans la forêt de Fontainebleau, okay, à
un autre espace qu'on va refabriquer. Non, mais comment on peut les rendre du fait que cette réserve biologique intégrale, elle a une histoire unique. Les vivants qui sont là, ils sont uniques, chacun, comme nous. Donc, comment vous pouvez évaluer cette unicité de toutes les relations, de toutes les connexions, de comment ils le constituent avec l'histoire humaine, avec les climats de l'époque, c'est un flux qui ne cesse pas de devenir. Comment on peut bloquer cet devenir et dire, OK, tu as comme dette, on détruit cet devenir-là et on va les fabriquer un autre. Mais cet autre, on ne sait pas du tout comment il se fabriquera. Parce que c'est l'humain, il va mettre des batteries, des trucs, des tracs. On ne sait pas du tout comment tous ces vivants, ils vont décider de vivre, de mourir, de s'entretuer. On ne le sait pas. Pour votre comment question, vous faites? je vous propose, laissez le temps à M. Levrel de répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je la pose maintenant? Oui, ouais. Oui. Un petit peu similaire, en fait. La question, c'est plus le remboursement de la dette. Une fois qu'on a acté qu'il y avait une dette parce que, par exemple, un propriétaire ou une entreprise a rasé 1 hectare de forêt, il y a une dette qui est calculée et on dit qu'il faut la compenser, mais il fait ça où et comment? C'est pas comme s'il y avait des espaces libres, vierges, qui attendaient que ça. Et si c'était le cas, pourquoi on se fait pas, on commence pas à faire du crédit, à bien faire les choses et pas avoir à temps de détruire pour refaire bien à côté? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? C'était juste, je me posais la question, enfin, vous avez beaucoup parlé d'entreprise, au niveau personnel, je ne sais pas, quelqu'un qui achète une maison, est-ce qu'il y aura tout ce processus de remboursement au niveau immobilier et tout ça? C'est juste parce que, enfin, on est plus dedans, nous, que quand on n'a pas une entreprise, quoi. C'était juste pour aller au niveau personnel, quoi. Au niveau individuel à la fin de la conversation. Non, je vous propose de laisser déjà M. Levrel répondre aux 3 premières questions. On fera un deuxième tour rapide après, parce que sinon là, ça va faire beaucoup. Bah là, on a tout de suite compris pourquoi la biodiversité, c'est pas comme le climat. C'est-à-dire que la biodiversité, effectivement, ça a une réalité qui n'a rien à voir avec des unités de CO2, des gaz à effet de serre. C'est pas fongible. La biodiversité, par définition, c'est diverse. Donc, dans cette diversité, chaque entité, effectivement, qui compose cette diversité, a des spécificités. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis assez dubitatif sur le fait qu'on puisse trouver des solutions globales autour de la biodiversité. Je ne pense pas que ça marchera comme ça. Je pense que c'est plutôt des solutions qui vont venir du terrain, parce que c'est à ce niveau-là que les solutions doivent être adaptées aux contraintes en question. Alors, la question, c'est l'unicité de la nature. Alors ça, c'est une question à laquelle on peut répondre de plusieurs manières. La première, c'est d'un point de vue philosophique. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur est-ce qu'on doit, pour protéger la biodiversité, avoir une approche biocentriste qui consiste à donner une valeur à tous les individus qui composent un écosystème, ça veut dire chaque plante, voilà. Ou est-ce qu'on a une approche écocentriste qui consiste à considérer des communautés ou des populations? Donc ce ne sera pas une plante, ce sera l'ensemble des individus de cette population. Alors pourquoi est-ce que c'est un gros sujet? Parce que l'approche biocentriste, si on va jusqu'au bout de la logique, conduit à ne pas pouvoir toucher, évidemment, ne pas pouvoir détruire aucun individu. Alors, à cette manière de décrire les choses, il y a aussi des débats qui vont dire oui, mais ça dépend des espèces. Par exemple, il y a des études qui montrent que la distance, désolé, je vais utiliser un gros mot, la distance phylogénétique, c'est-à-dire la distance entre l'être humain et les autres espèces, joue un rôle très important dans la valeur qu'il attribue à un individu. On va être très sensible au fait qu'on ne peut pas tuer un primate en tant qu'individu. On va être moins sensible au fait qu'on ne puisse pas tuer une méduse en tant qu'individu. Voilà. Ça, c'est en fait, vous voyez, éthiquement, il n'y a pas de raison de le dire. Empiriquement, on constate que c'est un fait.
Ensuite, il y a une démarche opérationnelle. C'est-à-dire que si on commence à donner une valeur à tout individu, un problème que ça peut poser, c'est, en premier lieu, on se nourrit d'entités vivantes. Donc, on arrive vite sur des problèmes, quand même, à un moment donné, c'est la nature, quoi. Là, une chaîne alimentaire, c'est fait de prédateurs et de proies. Et bon, voilà. Après, est-ce que, justement, il y a ceux qui disent, oui, OK pour les végétaux, mais pas les animaux. Bon, voilà. Éthiquement, en tout cas, c'est pas trivial, le biocentrisme. C'est vraiment pas simple. Donc c'est pour ça que la grande majorité des personnes qui s'intéressent à la conservation de la nature sont plutôt écocentristes. Écocentristes, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt s'intéresser à la communauté. Parfois, par exemple, on va accepter que certains disparaissent, mais qu'à l'ensemble de la population, on n'accepte pas une réduction du nombre d'individus. Alors tout ça dépend vraiment du contexte. Par exemple, une situation qui est en train de devenir explosive aujourd'hui, c'est les bagarres qu'il y a entre les causes animalistes et les causes écologiques. Je prends un exemple, qui est l'augmentation des populations de phoques en France, qui est très forte. On a une explosion, le terme est un peu fort, mais c'est vraiment une très grosse augmentation, autour de 15% d'augmentation par an de phoques veaux marins et de phoques gris. Un effet, c'est qu'on voit de plus en plus de petits. Tous les petits ne vont pas survivre, parce qu'ils vont pas, une fois qu'ils sont sevrés après l'allaitement, certains vont mourir parce qu'ils n'ont pas réussi à se nourrir de manière indépendante. On les retrouve sur les plages. Ça, c'est des choses auxquelles les gens ne sont pas habitués, parce qu'on n'est plus habitué à avoir des mammifères comme ça sur nos plages. Donc ils vont appeler des réseaux qui s'occupent de la protection de ces animaux pour les sauver. Sauf qu'à un moment donné, la réponse écologique, la réponse scientifique d'un écologue, c'est de dire on ne peut pas le sauver. C'est un animal, c'est la nature, quoi. Et d'autres associations vont se mobiliser, je ne donnerai pas de nom, pour dire oui, mais non, on n'a pas le droit de dire ça. C'est l'animal, il est sacré, vous devez aller le sauver, vous vous débrouillez, vous le prenez, vous allez le mettre dans un centre de soins, etc. etc. Au-delà des capacités opérationnelles de le faire, la question c'est qu'on observe de plus en plus des bagarres qui peuvent donner lieu à des procès entre les défenseurs de la cause animale et les défenseurs, disons, d'une vision plus écologique des choses. Alors, moi, en tant que scientifique, j'ai plutôt une tendance à aller vers la proposition écologique, c'est-à-dire d'essayer de garder les potentialités à l'échelle des populations, à l'échelle des communautés. Et quelque part, ça va aussi pour la réponse, enfin, ça vient nourrir la réponse à la question que j'évoquais tout à l'heure, enfin, à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est où est-ce qu'on fait et comment on fait. Alors, l'enjeu, par exemple, dans un pays comme la France, je vais prendre des exemples concrets, parce qu'après, chaque cas est spécifique. Mais on peut tout à fait avoir des constructions qui vont continuer à être adoptées pour des raisons qu'on trouve idiotes, le fait de construire des zones d'activité commerciale qui vident les centres-villes et artificialisent des espaces qui pourraient être dédiés à la production d'aliments ou à la protection de la nature. Et puis des fois, c'est pour des choses qu'on va considérer comme beaucoup moins idiotes, comme la construction d'écoles, d'hôpitaux, des médiathèques. En fait, on va continuer aussi à construire des choses comme ça. Et puis bon, après, le logement, qui est un vaste sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va continuer, sans doute, à détruire des espaces. Et pour certains, ils vont pouvoir... on va arrêter de le faire parce qu'on va requalifier des zones d'activité commerciale qui, pour l'instant, sont laissées à l'abandon. OK, autant construire là plutôt que d'aller construire sur un espace naturel. Et puis, des fois, ce n'est pas possible. Par exemple, un élément qui est très important aujourd'hui en France, c'est le flux migratoire au sein de la France. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui se dépeuplent et il y a des zones qui sont hyper attractives. La Bretagne, par exemple, toute la zone ouest de la France. Et là, en fait, c'est un fait de société. C'est-à-dire qu'on a des milliers et des milliers de gens qui viennent augmenter la population de ces zones. Et alors quoi? Est-ce qu'on les interdit de s'installer? Est-ce qu'on construit pour les accueillir en densifiant? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même densifier. Ce que je veux dire, c'est qu'il est probable, c'est mon point par rapport à argumenter, il est probable qu'on continue à construire et que donc, il faille trouver des solutions pour compenser ce qu'on va détruire. Alors, comment est-ce qu'on peut compenser? Il y a énormément d'espaces qui demandent qu'à être restaurés, notamment toutes les déchetteries sauvages, les déchetteries sauvages qui ont été établies, qui se sont établies dans notre paysage depuis des décennies, mais des déchetteries aussi qui ne sont pas sauvages, qui sont juste des vieilles déchetteries sur lesquelles on a mis un peu d'herbe dessus pour qu'on ne sache pas que dessous il y a des millions de tonnes qui sont entassées de déchets pendant des décennies. Ça peut aussi être un sujet d'aller restaurer ces milieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut restaurer là-dedans avec des décennies de pollution? C'est une question. Mais en tout cas, on a des actions de restauration écologique qui peuvent donner
j'appelle ça une compensation, mais qui peuvent être une compensation qui a du sens. Le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, on donne des autorisations d'impact associées à des aménagements et on ne fait pas de compensation. On fait des fausses compensations. Qu'est-ce qu'on fait? On va demander à un agriculteur de planter quelques centaines de mètres de haies, ou on va protéger une forêt alors qu'on ne va créer aucun gain écologique dans cette forêt. Donc en réalité, on n'adopte pas des vraies solutions favorables à la biodiversité. Donc mon point, c'est qu'on peut faire des choses déjà bien meilleures que ce qu'on fait aujourd'hui. Et on voit qu'il y a le mot compensation fâche énormément. C'est vraiment un terme qui gêne beaucoup, parce que ça fait écho aussi aux compensations carbone. Qui fâche aussi. Donc... Et puis qui, pour le coup, ne sont pas situées. C'est-à-dire que les compensations pour la biodiversité, normalement, elles doivent être à proximité, c'est-à-dire 20 km ou plus de la zone où l'impact a eu lieu. Donc normalement, vous pouvez avoir quand même... si l'État s'en donnait la peine, parce qu'en fait le problème il est là, c'est qu'on veut aujourd'hui les préfets ne veulent surtout pas. Si par contre il y a des personnes sur lesquelles je tape souvent, c'est les préfets ou les préfètes. Ils ne veulent surtout pas faire appliquer la loi aujourd'hui parce qu'elle est très contraignante en réalité quand on la fait réellement vivre. Et j'avais une dernière question, je suis désolé, sur les maisons, parce que la maison, et sur la maison c'est un peu la même chose. Vous allez devoir vous référer à la loi dans l'absolu si vous voulez faire une extension. Truc tout bête. Une extension, mais ça va peut-être venir après dans les solutions plus précises. Oui. Ok, alors... On va redescendre d'échelle, justement. Et je vous propose de garder vos questions pour la dernière partie, parce que le temps tourne et qu'on a un impératif horaire à 20h pour libérer la salle. Justement, notre deuxième partie, c'est de descendre d'échelle, d'arriver déjà au niveau de la ville, avant d'arriver au niveau du quartier et de l'habitant. Ces derniers temps, bien évidemment, liés au changement climatique, nos villes se réchauffent de plus en plus. Nous avons des étés de plus en plus lourds, avec des îlots de chaleur urbains qui se développent un peu partout dans les grandes villes denses en France. Et on voit apparaître depuis quelques années, dans beaucoup de programmes, y compris à Paris, l'enjeu de l'arbre. L'enjeu de l'arbre, ce climatiseur naturel qui va venir tout résoudre. Déjà, est-ce que c'est un enjeu positif ou négatif pour la biodiversité ? Quel arbre on plante ou pas sur un territoire, mais est-ce que c'est aussi la seule solution, on va dire, naturelle de co-bénéfice pour la ville, quelle que soit cette ville, par rapport à cette adaptation au changement climatique qui devient de plus en plus nécessaire? Oui, alors, pour les villes, évidemment, on le saisit bien, il y a un enjeu très fort. Alors déjà, je dis tout de suite, les enjeux pour une ville qui est située sur le pourtour méditerranéen ou en Picardie, ça ne va pas être la même chose. Ça peut paraître une évidence, mais c'est important parce qu'en réalité, les arbres qu'on va pouvoir utiliser ne sont pas du tout les mêmes. Et notamment parce que les arbres, c'est des gros consommateurs d'eau. Donc en soi, l'arbre, c'est une solution parce qu'il fonctionne de telle manière que déjà, il fournit de l'ombre, mais en plus, il restitue l'humidité qu'il capte dans le sol. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est un régulateur climatique. C'est qu'il humidifie l'air. Donc, vous avez à la fois un phénomène de rafraîchissement et d'ombre. Donc, c'est un double effet positif. C'est pour ça que là, aujourd'hui, les villes ont une grosse appétence en matière de revégétalisation avec la plantation de beaucoup d'arbres. On le voit notamment dans les cours d'école. On le voit dans des espaces comme ça où il y a des individus plus vulnérables que d'autres qui peuvent bénéficier de cette plantation d'arbres. Alors, rappelons quand même que ça fait des décennies qu'on enlève les arbres des villes parce que les racines déforment la chaussée. Voilà. Et qu'il faut entretenir parce qu'il y a des feuilles qui tombent et il faut les ramasser. Bon, on l'a tous vécu dans les villes où on habitait, c'est quand même un phénomène assez intéressant. C'était des arbres souvent centenaires, et puis là, il faut repartir à zéro, quoi. Parce que c'est ça aussi le point important dans cette stratégie à l'échelle des villes, c'est qu'un arbre, pour arriver à maturité, ça prend minimum 20 ans. Et donc, ce qu'on investit aujourd'hui va vraiment donner des bénéfices que dans 20 ans. Et là, il y a un gros sujet, puisqu'on parle de planification écologique à tout va. Bon, encore une fois, je ne m'étends pas, mais ce n'est pas de la vraie planification écologique dont on parle en réalité quand on écoute les politiques. Mais la planification écologique, c'est de justement jouer avec la nature pour qu'elle puisse nous offrir à l'échelle d'un temps relativement long des bénéfices dont il faut anticiper la réalité aujourd'hui. Et un problème qui se pose, par exemple, tout de suite là, c'est que les pépiniéristes n'ont plus d'arbres. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des commandes par les écoles, par les communes, etc., mais ils sont en rupture de stock. Et en fait, effectivement, il va falloir penser
à l'échelle nationale, quoi. Là, pour le coup, il y a un enjeu de souveraineté sur comment on va créer de l'ombre végétale dans les 20 ans. Oui, c'est une vraie stratégie nationale qu'il faut établir de ce côté-là, parce que donc, Emmanuel Macron a décrété que je ne sais plus combien de millions d'arbres on allait planter comme ça. Hop, mais c'est des mots. Il faut savoir où on va les planter, quelles espèces effectivement on va planter, comment il va y avoir des cycles écologiques qui vont apparaître. Le cycle de l'eau, c'est pas trivial. Les arbres prennent l'eau des sols, mais en fait, ça veut dire que aussi d'autres entités vivantes vont peut-être avoir moins d'eau. Donc, c'est effectivement un enjeu central et ça doit être réfléchi. Enfin, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du sujet, là, comme je le disais, je ne suis pas écologue, mais c'est à des échelles locales qu'on doit pouvoir identifier les essences qui sont le plus adaptées aux contraintes locales, biogéoclimatiques, topographiques, et puis aussi ce qu'on veut leur faire en fait à ces arbres, parce que là on est dans une vision instrumentale et il n'y a pas de problème. En ville, pour le coup, il faut admettre que la nature elle a une dimension instrumentale, c'est pas la nature pour elle-même, enfin c'est pas que ça en tout cas, ça c'est sûr. Mais alors, vous parlez de renaturation, de réensauvagement, je ne sais pas comment ça se traduit. Vous parlez d'une planète comme un jardin entretenu, donc ce qui veut dire un côté, une vision un peu utilitaire de la biodiversité. Quand on parle aussi, comme vous avez évoqué tout à l'heure, de laisser faire. Donc est-ce qu'il faut qu'on laisse faire ou est-ce qu'on contrôle, en particulier en milieu urbain, avant d'arriver sur notre habitat? Alors en milieu urbain, c'est des milieux tellement anthropisés que c'est même difficile de parler de nature, quoi, à certains égards. Si on prend la France, parce qu'on ne va pas parler sur le monde entier, la France, depuis 2500 ans, elle est exploitée de manière très intensive par l'être humain. Bon. On avait moins d'arbres en France il y a 200 ans qu'aujourd'hui, et on sait qu'on n'avait pas... Enfin, ça fait plus de 1000 ans qu'on n'a pas eu autant d'arbres en France. Donc on est sur une dynamique de reforestation naturelle, principalement, pas que naturelle, mais principalement naturelle, parce qu'en fait, il y a la déprise agricole. Donc ça, ce réensauvagement, on dit rewilding en anglais, mais bon. Ce réensauvagement, il est assez lié à une évolution des activités économiques de notre pays, qui est la disparition de l'agriculture, de la petite agriculture. La petite agriculture, elle couvrait l'ensemble du territoire à la fin du 19e, et puis petit à petit, avec la déprise agricole, mais avant ça, la migration vers les villes, ces espaces sont devenus dépeuplés, et puis petit à petit, inutilisés, et puis les arbres sont revenus, et puis le loup est revenu, et puis en fait là c'est un laisser-faire, comme vous dites, dans les zones hors des villes. Ce qui est intéressant avec les villes, c'est que on voit des animaux de plus en plus présents dans ces espaces, par exemple les renards, mais aussi dans certaines villes du monde, vous avez sûrement entendu parler des ours qui s'invitent dans les maisons, qui vont parfois rentrer. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe dans tous les pays occidentaux, parce que quand même, la protection de la biodiversité a donné ses effets, a donné des effets très positifs, notamment pour les grands mammifères. En ville, honnêtement, j'ai du mal à répondre à votre question. Le laisser-faire, c'est impossible. C'est impossible. On est sur la quintessence du milieu pour l'être humain, et en plus hyper dense quand même. Donc mon avis là-dessus, c'est plutôt de trouver des logiques de maillage écologique qui permettent finalement de travailler sur les inégalités environnementales. Aujourd'hui, on sait que si vous regardez comment Paris est organisé, eh bien, tout le monde n'a pas accès à des espaces verts de manière équitable. Et ça se travaille. Ça se travaille et ça peut entrer dans le débat public parce que les inégalités environnementales vont aussi devenir des inégalités sanitaires dans pas très longtemps. Et donc, à l'échelle d'une ville comme Paris, typiquement, c'est comment on ne va pas transformer le 11e arrondissement en créant un parc au milieu du 11e, c'est évident. Pour autant, c'est le 11e qui est hyper dense, avec des toutes petites rues. Et où est-ce qu'on les plante, les arbres, quoi ? C'est 40 000 habitants au kilomètre carré, le 11e. Elsa ? Justement, si on 40 000, pardon. Si on poursuit sur... donc, il faut qu'on travaille, en fait, cette combinaison du climat et de la biodiversité, il faut qu'on la réfléchisse. On ne peut pas laisser les choses se faire complètement toutes seules en ville. Est-ce que vous avez en tête des exemples de conflits
conflits d'usage, notamment sur, vous parliez de la transition énergétique versus la transition écologique. On a parlé de l'exemple de la chaleur, mais vous en avez sûrement d'autres dans les solutions qu'on met en place en ville notamment. Les quelques espaces verts qu'on a, mais justement on essaye de les ouvrir en période de très forte chaleur. Du point de vue de la biodiversité, on imagine que ça peut avoir des conséquences qui sont pas tout à fait anodines pour justement tous les écosystèmes qui vivent dans ces espaces qui sont a priori au calme quand on n'y est pas nous, habitants des villes, et que là on ouvre ces espaces-là. Est-ce que vous avez comme ça des exemples en fait justement sur des choses sur lesquelles on devrait être un peu vigilant? Oui, alors je dirais que les plus gros enjeux c'est encore en zone rurale, mais vous, la question c'est sur la ville, donc je vais faire l'exercice. En ville, on sait bien qu'il y a des arbitrages qui vont devoir être faits. Est-ce qu'on va mettre des panneaux photovoltaïques ou est-ce qu'on va mettre des espaces verts? Alors, au sol, là, ce serait une aberration de mettre du photovoltaïque, mais sur les toits, même sur les toits, ça se discute. Est-ce qu'il vaut mieux du photovoltaïque ou de la végétalisation des bâtiments? Là, je ne suis pas spécialiste. Il y a beaucoup de controverses sur l'effectivité et l'efficacité de la végétalisation des bâtiments. Est-ce qu'en fait, c'est à cette échelle-là que c'est nécessaire? En plus, je dirais, enfin voilà, il y a ville et ville, quoi. Paris, vos marges de manœuvre ne sont pas énormes, quoi. Donc, avant même de parler d'arbitrage, il y a tout simplement le fait de où est-ce qu'on... Sur des villes qui sont plus aérées, effectivement, ça va être des arbitrages sur des aménagements qui peuvent être favorables à l'énergie versus des aménagements qui vont laisser de la place à la nature. Mais c'est vrai que c'est aujourd'hui plutôt en zone périurbaine que les enjeux vont avoir lieu. Qu'est-ce qu'on veut faire de sa fameuse couronne verte, hein, c'est comme ça, hein. Est-ce qu'on va en faire du maraîchage pour éventuellement valoriser les circuits courts? Et là, c'est plutôt win-win, gagnant-gagnant, pour la biodiversité et pour l'énergie, parce qu'en fait, circuit court, donc moins de consommation d'énergie, donc quand même, voilà, un bilan positif. En plus, le maraîchage, si c'est bien fait, c'est plusieurs strates de production avec des produits qui sont au sol, des produits qui sont à mi-hauteur et des produits potentiellement assez hauts, où là on utilise toutes les niches énergétiques. Donc ça, en fait, la nature, elle utilise beaucoup mieux l'énergie solaire que l'être humain quand il utilise du monospécifique, quoi. Donc là, si on fait plusieurs strates, on va avoir une bien meilleure efficience énergétique. Et c'est des produits locaux, c'est bien. Si en revanche, on utilise ces espaces pour rester sur des systèmes très intensifs, très spécialisés, et puis on va avoir, je caricature, hein, mais maïs photovoltaïque, ça c'est pas... donc là, c'est un peu de la perte pour la biodiversité, avec une utopie que ça offrira des opportunités pour la ville en circuit énergétique. Mais c'est vrai que les circuits énergétiques, c'est aussi plutôt des circuits courts, idéalement, pour qu'on n'ait pas de déperdition. Voilà, c'est pas une réponse forcément très simple en zone urbaine. Non. Et du coup, vous avez peut-être des exemples hors de la zone urbaine qui sont peut-être un peu plus francs que... Oui, c'est encore une fois le gros débat. Là, aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs sont démarchés pour qu'on leur mette du photovoltaïque dans le champ. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est moins coûteux de mettre du photovoltaïque dans les champs que sur les toits. Donc, c'est juste un rapport de bénéfices économiques et de coûts. Et donc, on va pouvoir donner des loyers aux agriculteurs qui peuvent être de 2 000 à 3 000 euros à l'hectare. Hein, donc, c'est significatif quand même, pour ne rien faire, en fait. Juste planter des... Mais ça, en fait, on nous dit, oui, mais dessous, il peut y avoir des choses qui poussent. Oui, mais en fait, non. La grande majorité de l'énergie solaire, et c'est par définition une évidence, c'est capté par les panneaux. Or, la nature a besoin de cette énergie solaire. Donc là, il y a une vraie concurrence, et ça, c'est des exemples qui sont extrêmement négatifs, quoi, pour la biodiversité. Et les éoliennes en milieu terrestre, alors ça, c'est un gros sujet aussi, parce que ça crée des impacts. Maintenant, on ne peut pas tout avoir non plus, c'est-à-dire qu'il y a des arbitrages au cas par cas qui doivent être établis. C'est vrai que ça a des impacts sur les chauves-souris, sur les oiseaux. Jusqu'où il faut éviter les couloirs migratoires, hein, évidemment. Alors ça, c'est des trucs de base. Mais normalement, si on est bien accompagné, c'est toujours un peu aussi de l'intelligence collective qu'il faut mobiliser. C'est-à-dire avoir des
spécialistes de différents champs qui vont pouvoir interagir. Alors on sait par exemple qu'en mer, les éoliennes en mer génèrent quand même beaucoup moins d'impact sur la biodiversité, jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est des milieux qu'on connaît moins bien aussi. Donc il faut aussi être prudent dans ces affirmations. Mais c'est plutôt des choses qui sont... Oui, vous n'êtes pas d'accord trop. Alors sur l'immergé, il n'y a pas vraiment de... hors période de chantier. Aux périodes de chantier, c'est vrai. Mais en immergé, l'impact sur la biodiversité est relativement faible. On peut même avoir, si on utilise des métaux des produits adaptés, de la colonisation, des effets récifs, dont on peut aussi discuter. Mais bon, la partie émergée peut générer des impacts. De toute façon, il y a toujours des interactions entre les stratégies énergie et les stratégies biodiversité. Et mon point, c'est quand même de dire que on ne peut pas sacrifier la biodiversité de manière trop rapide à l'enjeu énergétique, quoi. Mais bon. C'est clair. Est-ce qu'on va peut-être s'acheminer vers la fin de notre conversation et avant de vous redonner la parole, vers justement cette approche des solutions et de notre niveau à nous, en tant qu'individus, en tant que citoyens, en tant que citoyennes, pour agir en faveur et du climat et de la biodiversité. Est-ce que j'ai beaucoup de marge de manœuvre, et même en tant que Parisienne, est-ce que j'ai des marges de manœuvre? Est-ce que ça consiste à fleurir mon balcon, ou est-ce que vous avez parlé un petit peu consommation locale? Il y a des axes peut-être un peu plus forts que je peux activer. Alors oui, tout à fait. Et il y en a beaucoup en réalité, parce que notre quotidien, il est en lien avec l'environnement via nos formes de consommation, principalement. Donc les choses les plus évidentes, c'est les circuits courts au niveau de l'alimentation. Moi, je défends énormément l'agriculteur bio parce que c'est aujourd'hui la seule alternative crédible qui a démontré des effets. C'est quand même 10% de nos surfaces agricoles qui sont en bio aujourd'hui, donc ça marche. Là, on est sur une conjoncture compliquée, mais ça a des effets quand même significatifs. C'est une agriculture qui renonce aux antibiotiques à terme préventif. C'est une agriculture qui met les animaux dehors. C'est une agriculture où il n'y a pas de pesticides, certes, enfin de synthèse. Il y en a d'autres, mais on pourra en discuter. Mais les effets sur la biodiversité sont démontrés et ne sont plus à discuter. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, parce qu'on a encore beaucoup de débats sur oui, on n'a pas la même productivité, donc on détruit ailleurs. Bon, en réalité, dans un pays comme la France, cet argument, il est faux. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail. Donc, si vous croyez, comme moi, à l'agriculture biologique, qui change le système, vous pouvez évidemment acheter du bio. C'est cher en magasin. Mais si vous avez recours à des paniers bio, c'est pas cher. Ça, c'est quelque chose quand même qui est à portée de main. Alors à Paris, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même des maraîchers qui organisent des choses autour de ça. Et en fait, un panier bio pour une famille de 4 personnes, je le dis parce que moi-même je l'utilise, c'est 13 € pour l'ensemble des légumes sur une semaine donnée. C'est pas très cher et c'est des très bons produits. C'est un circuit court. Alors par contre, après, il faut cuisiner. C'est-à-dire que c'est aussi un autre enjeu dans notre société où tout va très vite. On n'a pas toujours le temps de cuisiner. Mais c'est des solutions vraiment très terre à terre. Mais vraiment, je crois beaucoup dans ce panier. Pourquoi? Parce que les paniers bio, c'est pour l'agriculteur une garantie qu'il puisse écouler sa production avec toutes les variations qu'il subit, parce qu'un agriculteur bio ne contrôle pas les variabilités, il joue avec. Donc ce ne sera pas les mêmes aliments qui vont être les plus abondants d'une année à l'autre, mais en fait, quand le contrat, c'est vous allez prendre ce qu'il y a dedans. Alors vous allez manger un peu plus de choux l'hiver, et voilà, mais il y a plein de choux différents qui peuvent être cuisinés de plein de manières différentes. Et ça permet de réduire énormément le gâchis aussi. C'est 30% aujourd'hui le gâchis alimentaire. 30% de ce qu'on consomme, enfin de ce qu'on produit est gâché. Bon, là, vous n'avez pas ce gâchis, et à la source, vous pouvez aider l'agriculteur à réduire son gâchis. Donc, et puis en plus, les produits ne sont pas calibrés. On n'a pas besoin d'une pomme qui soit toute ronde et d'une certaine couleur. Donc moi, je crois beaucoup quand même dans l'alimentation. Voilà. Après, c'est plein de petites choses, effectivement. Si on a un jardin, le muséum à développer des outils que vous pouvez récupérer en ligne qui vous expliquent comment faire un jardin qui soit favorable à une certaine biodiversité. On peut faire des petites boîtes pour les hérissons, on peut mettre des nichoirs, on peut mettre des plantes qui sont qui fournissent beaucoup de pollen pour, par exemple, les bourdons qui sont des espèces menacées et qui sont extrêmement importants pour nos écosystèmes. Ça, c'est quand on a un jardin. Si on a un balcon, on a un peu moins de place, on peut faire des choses aussi.
Et puis après, c'est aussi travailler sur, je pense, des logiques de reconnexion à la nature, hein, parce qu'on protège bien ce qu'on connaît. Mais ça, c'est des démarches plus personnelles, vous voyez. C'est un peu... voilà. Et puis, voilà les quelques exemples qui me viennent. Ouais, très bien. Peut-être les exemples aussi de sciences participatives. Est-ce que c'est un moyen de se reconnecter et qui plus est de participer à enrichir la connaissance scientifique? Ah oui, c'est formidable les sciences participatives. Alors moi, j'ai fait ma thèse au Muséum d'histoire naturelle. Je suis au départ économiste, mais je me suis perdu au Muséum d'histoire naturelle pendant ma thèse et ça a été une expérience fabuleuse. Et donc j'ai découvert à ce moment-là l'apparition des sciences participatives, c'était au début des années 2000, telles qu'elles se déployaient au muséum. Donc ils ont commencé par les oiseaux, après ça a été les papillons, et puis petit à petit, en fait, ils ont réussi à couvrir vraiment presque l'ensemble des écosystèmes, disons, ordinaires, pour le dire, c'est pas connoté négativement, c'est ceux avec lesquels finalement on interagit. Et donc vous avez plein de petits protocoles très simples pour recenser les oiseaux ou les papillons qui sont dans vos jardins. Regardez aussi la qualité des terres. Maintenant ils ont mis des choses sur les contenus le vivant dans les sols. En fait, vous faites des petits prélèvements dans le sol. Enfin, il y a des choses absolument incroyables. Et je suis plus à la page parce que j'ai pas tout suivi dans les développements de ces dernières années. Mais ça, c'est aussi des choses vraiment intéressantes parce qu'en plus, si vous vous organisez, localement, vous pouvez savoir de quelle biodiversité en fait, est fait votre territoire. Et peut-être qu'avec des voisins, vous pouvez commencer à créer aussi, bon là il faut avoir du temps, hein, mais créer des dynamiques. Et d'une année sur l'autre, le gros intérêt des protocoles développés par le muséum, c'est qu'ils sont scientifiquement validés et qui permettent de faire des suivis qui vont permettre des comparaisons. Donc chaque année, vous allez pouvoir comparer vos résultats au sein de votre écosystème, mais aussi avec ce qui se passe dans le reste de la France ou dans le reste de la région. Et puis, il y a à Paris, par exemple, il y a les écoles qui font des suivis participatifs. Donc, on demande aux enfants de participer. Ça, c'est formidable, quoi, de pouvoir découvrir la nature comme ça en identifiant des espèces dans sa cour d'école. Tout à fait. On a proposé, au travers de la lettre du climat, notamment sur les récoltes des écorces de platane et le lien avec la qualité de l'air. On en proposera d'autres, je pense, plus en lien aussi avec la biodiversité. Peut-être on va prendre les dernières questions et en profiter pour répondre à la question de tout à l'heure, en attendant qu'on prenne vos questions sur la construction et les maisons. Non, d'abord. Alors sur les maisons, légalement, parce que je vais parler aussi un peu de trucs légaux, si par exemple vous faites une extension, vous êtes censé évaluer si vous avez des espèces menacées. Alors évidemment, vous allez pas le savoir, hein, parce que c'est des espèces souvent... Et ça, la loi dit la chose suivante, c'est que dès qu'on a une construction qui a un impact sur une espèce menacée, et il y en a beaucoup en fait, hein, la liste elle est longue, normalement, vous devez faire une petite étude d'impact sur votre truc. Alors évidemment, aucun particulier ne le fait jamais. Hein, il faut vraiment qu'il y ait un voisin malveillant qui vous dénonce à la DREAL pour que vous ayez à prendre ça en compte. Le truc le plus embêtant, c'est que les gens qui construisent des lotissements ne le font pas toujours non plus très bien. Donc, et là, c'est beaucoup plus problématique, quoi. Mais voilà, après, sur les effets de ces constructions, c'est quelque part... J'ai envie de dire que quand on a une parcelle qui fait 1000 m², on peut décider de couler une dalle béton ou au contraire d'en enlever une qui existait auparavant. Enfin, et ça, c'est des petits changements qui, si on les met tous bout à bout, bon, mais c'est des petites échelles, mais on désartificialise. Je voulais revenir sur les questions des compensations. En fait, la nature, c'est quelque chose qui est territorialisé, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui flotte. Et la question des compensations, ça veut dire qu'on a une nature qui ne fonctionne pas uniquement dans des réservoirs. Les réservoirs sont reliés entre eux. Et on a des réservoirs plus ou moins grands. Et il faut qu'ils soient tous reliés. Et on appelle ça les réseaux écologiques, l'ensemble. Or, si on raisonne comme ça, les compensations, il ne faut pas les faire n'importe où. Parce que justement, l'intérêt, c'est de pouvoir intervenir et réparer ou reconnecter des choses qui ont été et qui peuvent l'être à un endroit précis. Et à ce moment-là, ça peut être utile, parce qu'on va développer le réseau, on va développer la base, de le faire à un endroit précis. Donc il y a des études à faire qui sont extrêmement détaillées, et on en a très peu. L'étude des réseaux écologiques, dans notre région, elle n'est pas très poussée. Les associations s'en occupent, mais ce n'est pas très poussé. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et là, ça permettrait d'intervenir au niveau de la planification. C'est-à-dire que les compensations devraient être prévues et programmées dans les PLU. C'est-à-dire qu'un PLU ne devrait pas sortir
sans indiquer les zones sur lesquelles on va devoir travailler. C'est ça que je voulais dire, c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, pour donner un ordre de grandeur sur les quantités, on n'a pas que la liaison entre le climat et la biodiversité, on a une liaison très forte entre la santé et la biodiversité. Il y a eu des études qui ont essayé de quantifier la quantité d'espace qui était viable en termes de biodiversité et la santé humaine. Et les résultats de ces études, c'est qu'il faut 45% de la surface du sol affectée à la biodiversité pour qu'on ait une santé humaine de qualité. Donc vous voyez qu'on en est très loin, et c'est quelque chose d'important, parce que même par rapport au climat, si on avait 45% d'espace végétalisé dans chaque unité urbaine, eh bien, on irait certainement mieux. Voilà. Alors 45%, c'est quelque chose. L'unité urbaine, ça serait... Merci, il faut qu'on prenne d'autres questions. L'ordre de grandeur pour les surfaces. S'il vous plaît. Je m'interrogeais sur les métriques. On parle beaucoup de compensation, mais si on parle de réduction aussi des impacts sur le climat, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est facile, on a une métrique qui est plutôt simple. Sur la biodiversité, on en a plein. Comment est-ce qu'on embarque tout le monde? Déjà, est-ce qu'on a envie d'en avoir une unique? Comment est-ce qu'on embarque tout le monde vers ces mesures-là et vers le progrès, en fait, avant de chercher à compenser de façon bête et méchante avant de construire quelque chose quelque part. Voilà. Si sur la... J'ai une question. Donc... Vous parliez tout à l'heure des abeilles, et je me disais qu'elles sont très importantes et qu'on en a besoin pour manger du miel. Comment vous envisagez l'avenir pour ces animaux et qu'est-ce qu'on peut faire pour les protéger? Parce que c'est important. Merci. Monsieur premier rang, et après on va laisser Monsieur Levrel répondre parce que ça fait beaucoup de questions. Bonjour, enfin, bonsoir. Juste un point où vous évoquez les conflits d'usage les conflits d'intérêts entre lutte pour le climat et lutte pour la biodiversité. En ville, il y en a un qui est assez majeur en ce moment, qui est la rénovation thermique des bâtiments par l'extérieur, l'isolation thermique des bâtiments par l'extérieur, et c'est un gros problème. Donc je suis de la LPO Île-de-France, donc je me cache. Ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet sous l'angle du moineau. Vous savez, bon, que le moineau à Paris se porte mal. Alors c'est pas que à cause de ça, hein, mais enfin bon. Mais un des problèmes majeurs des années qui viennent, c'est effectivement cette rénovation qui, pour aller vite, quand on rajoute une couche d'isolant sur les façades, eh bien, fait disparaître toutes les cavités dans lesquelles les moineaux, mais aussi d'autres espèces peuvent nicher. Et donc, on est en train d'essayer de développer un outil, en travaillant avec la mairie de Paris, évidemment, qui permettrait juste d'intervenir avant les travaux et pendant les travaux pour limiter les impacts. Enfin, on ne va pas entrer dans les détails, mais enfin, en gros, c'est... Voilà. Donc, c'est un point important. Bref, je vous laisserai. Alors, il y a aussi... il n'y a pas que des questions, donc ça va être plus rapide. Sur les compensations et la planification écologique, alors il faut savoir que depuis 2016, normalement, les plans-programmes doivent intégrer les compensations. Ils ne le font pas, mais ça c'est aussi une inapplication de la loi. Ils ne le font pas. Ils commencent à être un peu toqués au niveau des SCOT quand même. Mais effectivement, normalement, ça devrait être fait. Et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire que la compensation écologique, clairement, c'est un outil qui devrait être mis en place dans un dispositif de planification où on comprend comment on va créer des bénéfices plus que proportionnels par justement les effets d'échelle, les réseaux, etc. Ça, c'est l'écologie scientifique qui nous renseigne là-dessus. Et on a énormément besoin d'écologie scientifique aujourd'hui à tous les niveaux. Bon, ça, je pense que c'est une évidence. Et donc voilà, sinon j'étais tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Sur la métrique, oui, alors là, on arrive dans des choses qui sont un peu arides parfois et pas très... c'est très pragmatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas forcément mettre en place des mesures compensatoires pour chaque animal. Si on commence à vouloir faire de la compensation pour la mésange bleue, pour toutes les espèces de carabes, bref, les espèces qui sont des espèces dans les sols ou des espèces aériennes, on va en fait avoir une impossibilité technique à le faire bien. Alors, comment est-ce que font en fait les opérateurs? En fait,
Et c'est là que tout est à revoir, quoi. C'est qu'aujourd'hui, une entreprise va porter l'effort en matière de compensation écologique sur les espèces pour lesquelles il y a le plus grand risque de contentieux. Donc en résumé, c'est les espèces emblématiques, les menacées. Par exemple, l'escargot de Quimper dans le Finistère, c'est un gros sujet. L'escargot de Quimper, c'est une espèce menacée extrêmement rare. Et donc dès que vous avez des escargots de Quimper, c'est la galère. Mais en fait, à passer tellement de temps sur des espèces comme ça, très emblématiques, en fait, on laisse tout de côté, quoi. Et l'autre type d'entrée qui aussi crée du contentieux, c'est les zones humides. Donc, si vous avez des impacts sur les zones humides, sur des espaces aquatiques, là aussi, il y a beaucoup de contentieux. Donc, en fait, et ça, c'est un gros problème, c'est que c'est le droit aujourd'hui qui crée les priorités en matière de compensation. Donc, on n'en est même pas à réfléchir sur des unités qui aient du sens d'un point de vue écosystémique, parce que, quelque part, ce serait ça la bonne réponse à offrir, mais c'est un problème qui est à la croisée de l'administration et aussi de la manière dont on envisage la conservation de la biodiversité dans notre pays, et pas que dans notre pays. C'est comment on arrive à avoir des approches plus écosystémiques, c'est-à-dire qui travaillent plus sur l'évolution des milieux, leur potentiel écologique, le fait que ce soit des habitats pour une multiplicité d'espèces, plutôt que de vouloir absolument recréer l'habitat à espèce ceci, l'habitat à espèce cela, qui en fait crée pas d'effet d'échelle, justement, pas de synergie. Et là-dedans, en fait, mon point, c'est qu'on est vraiment très très loin du sujet. Concrètement, comment ça se passe? Le Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, qui est hébergé par le Muséum d'histoire naturelle, ils reçoivent des dossiers pour des demandes d'autorisation de grands aménagements et ils doivent statuer sur les compensations telles qu'elles ont été envisagées, espèce par espèce, menacées, classées, en fait, on dit, des espèces classées. Et ils n'ont pas du tout le temps de s'occuper, par exemple, de toute la biodiversité ordinaire. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont donner des ratios. Ils vont dire, vous avez un impact de 1 hectare qui héberge ce type d'espèce, vous allez devoir compenser 2 hectares pour cette même espèce. Alors comment en plus on fait la compensation des 2 hectares? Généralement on passe des conventions avec les agriculteurs pour qu'ils plantent tel type de végétaux qui vont être favorables à telle ou telle espèce. Donc paradoxalement, il y a un pays où ça a beaucoup avancé sur ce sujet, c'est les États-Unis. C'est toujours un pays qu'on considère comme étant un très mauvais élève sur les questions environnementales. Alors sur le climat, il n'y a pas de question, c'est une évidence. Sur la biodiversité, on a pas mal de leçons à recevoir de certains États américains qui ont mis en place des séquences ERC extrêmement exigeantes, tellement exigeantes que la compensation est devenue hors de prix, avec des montants qui peuvent dépasser les 500 000 et même le million de dollars, et où en fait les acteurs économiques sont vraiment tenus, pour des raisons économiques, d'éviter au maximum et de réduire au maximum parce que la compensation leur coûte beaucoup trop cher. En France, une compensation à 10 000, 20 000, allez, maximum 30 000 euros l'hectare, vous l'avez sans problème, quoi. Bon, ça, c'est un gros souci, je parle en tant qu'économiste. Il y a un gros problème d'incitation à préserver, à être sobre en foncier naturel. Ça, c'est un gros souci. Désolé, j'ai été un peu long et je n'ai pas complètement répondu à votre question sur la métrique, mais c'est parce qu'on est vraiment loin encore d'avoir des avancées et ouais, ça ne marche pas bien, quoi. Et le dernier, c'est... Alors non, il y en reste 2. Sur les abeilles, sur les abeilles, c'est effectivement des espèces qui sont extrêmement importantes pour nous et pour la nature parce que ce sont des éléments clés de la chaîne alimentaire. Voilà, donc nous, ils produisent notamment le miel, mais ils permettent surtout de polliniser beaucoup de cultures qu'on va derrière, dont on va avoir besoin pour nos aliments. Donc les abeilles, et heureusement les néonicotinoïdes ont enfin été bannis de notre pays, enfin en tout cas on l'espère. Et ce qui est intéressant, c'est que les dernières cultures pour lesquelles ça a été banni, c'est pour les betteraves. Il y a eu beaucoup de polémiques, et c'est l'Europe qui a fini par dire non, bon là, il va falloir arrêter quand même. Ça fait un moment que c'est interdit. Vous arrêtez les frais, donc on donne beaucoup d'argent aux betteraviers pour qu'ils puissent effectivement faire face à ça. Mais le constat qui est assez incroyable, c'est que quand on regarde les oléagineux, bon désolé pour les termes un peu techniques, mais c'est le colza par exemple, ou pour les céréaliers. Eh bien, en fait, la disparition des néonicotinoïdes au début des années 2000 pour ces cultures n'a pas réduit les rendements. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout perdu en productivité parce qu'on leur a interdit l'usage de néonicotinoïdes. Donc, il y a aussi des lobbying qui, en plus, sont même pas justifiés, même pour des raisons bassement économiques. Ça coûtait de l'argent de payer ces néonicotinoïdes et ça n'avait pas d'effet véritablement agronomique.
Et puis, sinon, je vais complètement dans votre sens, hein, sur effectivement un gros enjeu. On voit bien, il y a 2 types d'espèces d'oiseaux qui baissent aujourd'hui de manière drastique en France. Ce sont les oiseaux inféodés au milieu agricole, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Ils n'ont plus à manger, en fait, ils n'ont plus d'insectes. Hein. Et puis, les oiseaux qui sont inféodés au milieu construits, bâtis, parce que en fait leurs habitats disparaissent, parce qu'effectivement ils n'ont plus ces habitats pour aller nicher, et donc ça joue pour les oiseaux cavernicoles, ça joue pour nos fameuses hirondelles, et puis mais aussi potentiellement les chiroptères, enfin les chauves-souris. Donc c'est vrai que ça c'est un gros enjeu, vous avez tout à fait raison, et on a une pression très forte sur l'isolation par l'extérieur. Mais en fait, on agit aussi sur des écosystèmes, effectivement, hein, tout à fait. Merci beaucoup pour ces réponses. Peut-être un complément par rapport à ce que vous évoquez sur la compensation et les documents, on va dire, d'urbanisme. Actuellement, il faut savoir que, par exemple, est en création, parce que c'est son premier, le schéma de cohérence territoriale pour la métropole du Grand Paris, qui rentre en enquête publique, et c'est lui qui doit définir la compensation à l'échelle métropolitaine, à partir duquel les plans locaux d'urbanisme de niveau inférieur, donc entre autres celui de la ville de Paris, devra être compatible. Et lui aussi, le plan local d'urbanisme bioclimatique, comme vous l'avez sûrement entendu parler, qui a été arrêté par le Conseil de Paris en juin dernier, va rentrer en enquête publique en 2024, où vous pourrez à nouveau vous exprimer aussi pour tous les sujets liés au plan local d'urbanisme. Si je continue, entre guillemets, la publicité Ville de Paris, vous êtes ici, bien sûr, vous connaissez tous l'Académie du climat, formidable lieu de pédagogie, de sensibilisation autour du climat et bien évidemment aussi la biodiversité. Mais il y a d'autres lieux importants, pédagogiques, utiles pour tout le monde sur ce territoire. Il y a la Maison du Jardinage et aussi Paris Nature dans le Parc Floral. Maison du Jardinage, c'est dans Paris-Bercy, pour découvrir entre autres toutes les solutions qu'on évoquait tout à l'heure sur quelles plantes on peut éventuellement mettre sur son balcon pour aider la prolifération, par exemple en été, des papillons, etc., et améliorer la biodiversité. Vous retrouverez aussi sur paris.fr les pages de l'Observatoire parisien de la biodiversité en liaison avec le muséum pour former tous ceux qui sont volontaires aux sciences participatives, et bien évidemment aussi, j'en suis sûr, les petits plans pour faire les abris à moineaux pendant l'hiver, etc., ou même les hôtels à insectes dès que le printemps va être revenu, etc., avec vos enfants. Donc n'hésitez pas. Un grand merci, Monsieur Levrel, pour votre pédagogie, votre patience et vos réponses claires. Et je voudrais aussi qu'on en profite pour applaudir nos 2 traductrices pour cet effort ce soir. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'année, hein, et à l'année prochaine pour d'autres conversations climatiques.